Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir le 10e épisode du conte Le roi Badr et la princesse Giauhare. Alors l'autre fois, il l'a transformé en un oiseau. Que va-t-il se passer? Allons voir. La femme prit l'oiseau et en exécutant l'ordre de la princesse Giauhare, elle eut compassion de la destinée du roi Badr. Ce serait dommage, dit-elle en elle-même, qu'un prince si digne de vivre mourût de faim et de soif. La princesse, si bonne et si douce, se repentira peut-être d'elle-même d'un ordre si cruel, quand elle sera revenue de sa grande colère. Il vaut mieux que je le porte dans un lieu où il puisse mourir de sa belle mort. Elle le porta dans une île bien peuplée, et elle le laissa dans une campagne très agréable, plantée de toutes sortes d'arbres fruitiers et arrosée de plusieurs ruisseaux. Ce monarque fut dans un grand étonnement quand il se vit seul et sous la forme d'un oiseau. Il s'estima d'autant plus malheureux dans cet état qu'il ne savait où il était, ni en quelle partie du monde le royaume de Perse était situé. Quand il l'eut su, et qu'il eut assez connu la force de ses ailes pour hasarder à travers tant de mers, et s'y rendre, pût-il gagner autre chose que de se trouver dans la même peine et dans la même difficulté où il était d'être connu, non pas pour roi de Perse, mais même pour un homme. Il fut contraint de demeurer où il était, de vivre de la même nourriture que les oiseaux de son espèce et de passer la nuit sur un arbre. Au bout de quelques jours, un paysan fort adroit à prendre des oiseaux au filet arriva à l'endroit où il était, et eut une grande joie quand il eut aperçu un si bel oiseau, d'une espèce qui lui était inconnue, quoiqu'il y eût de longues années qu'il chassait au filet. Il employait toute l'adresse dont il était capable, et il prit si bien ses mesures qu'il prit l'oiseau. Ravi d'une si bonne capture, qui, selon l'estime qu'il en fit, devant lui valoir plus que beaucoup d'autres oiseaux ensemble, de ceux qu'il prenait ordinairement, à cause de la rareté, et il le mit dans une cage et le porta à la ville. Dès qu'il fut arrivé au marché, un bourgeois l'arrêta et lui demanda combien il voulait vendre l'oiseau. Au lieu de répondre à cette demande, le paysan demanda au bourgeois à son tour ce qu'il en prétendait faire quand il l'aurait acheté. Bon homme, reprit le bourgeois, que veux-tu que j'en fasse, si je ne le fais rôtir pour le manger? Sur ce pied-là, repartit le paysan, vous croirez l'avoir bien acheté, si vous m'en aviez donné la moindre pièce d'argent. Je l'estime bien davantage, et ce ne serait pas pour vous, quand vous m'en donniez une pièce d'or. Je suis bien vieux, mais depuis que je me connais, je n'en ai encore pas vu un pareil. Je vais en faire un présent au roi. Il en connaîtra mieux le prix que vous. Au lieu de s'arrêter au marché, le paysan alla au palais où il s'arrêta devant l'appartement du roi. Le roi était près d'une fenêtre d'où il voyait tout ce qui se passait dans la place. Comme il eut aperçu le bel oiseau, il envoya un officier des eunuques avec ordre de le lui acheter. L'officier vint au paysan et lui demanda combien il voulait le vendre. Si c'est pour sa majesté, reprit le paysan, je la supplie d'agréer que je lui en fasse un présent, et je vous prie de le lui porter. L'officier porta l'oiseau au roi, et le roi le trouva si particulier qu'il chargea l'officier de porter 10 pièces d'or au paysan, qui se retira très content, après quoi il mit l'oiseau dans une cage magnifique et lui en donna du grain et de l'eau dans des vases précieux. Le roi, qui était prêt de monter à cheval pour aller à la chasse, et qui n'avait pas eu le temps de bien voir l'oiseau, se le fit apporter dès qu'il fut de retour. L'officier apporta la cage, et afin de le mieux considérer, le roi l'ouvrit lui-même et prit l'oiseau sur sa main. En le regardant avec grande admiration,
Il demanda à l'officier s'il l'avait vu manger. Sire, reprit l'officier, votre Majesté peut voir que le vase de sa mangeaille est encore plein, et je n'ai pas remarqué qu'il ait touché. Le roi dit qu'il fallait lui en donner de plusieurs sortes, afin qu'il choisît celle qui lui conviendrait. Comme on avait déjà mis la table, on servit dans le temps que le roi prescrit cet ordre. Dès qu'on eut posé les plats, l'oiseau battit des ailes, s'échappa de la main du roi, vola sur la table, où il se mit à becqueter sur le pain et sur les viandes, tantôt dans un plat et tantôt dans un autre. Le roi en fut si surpris qu'il envoya l'officier des eunuques avertir la reine de venir voir cette merveille. L'officier raconta la chose à la reine en peu de mots, et la reine vint aussitôt. Mais dès qu'elle eut vu l'oiseau, elle se couvrit le visage de son voile et voulut se retirer. Le roi, étonné de cette action, d'autant plus qu'il n'y avait que des eunuques dans la chambre et des femmes qui l'avaient suivie, lui demanda la raison qu'elle avait d'en user ainsi. Sire, répondit la reine, votre Majesté n'en sera pas étonnée quand elle aura appris que cet oiseau n'est pas un oiseau comme elle se l'imagine, et que c'est un homme. Madame, reprit le roi, plus étonné qu'auparavant, vous voulez vous railler de moi sans doute. Vous ne me persuadez pas qu'un oiseau soit un homme. Sire, Dieu me garde de me railler de votre Majesté. Rien n'est plus vrai que ce que j'ai l'honneur de lui dire. Et je l'assure que c'est le roi de Perse qui se nomme Badr, fils de la célèbre Gulnar, princesse d'un des plus grands royaumes de la mer, neveu de Saleh, roi de ce royaume, et petit-fils de la reine Farash, mère de Gulnar et de Saleh. Et c'est la princesse Giauhar, fille du roi de Samandal, qui l'a ainsi métamorphosée. Afin que le roi n'en pût douter, elle lui raconta comment et pourquoi la princesse Giauhar s'était ainsi vengée du mauvais traitement que le roi Saleh avait fait au roi de Samandal, son père. Le roi eut d'autant moins de peine à ajouter foi à tout ce que la reine lui raconta de cette histoire. Il savait qu'elle était une magicienne des plus habiles qu'il eût jamais eues au monde, et que, comme elle n'ignorait rien de tout ce qui s'y passait, il était d'abord informé par son moyen des mauvais desseins des rois ses voisins contre lui, et les prévenait. Il eut compassion du roi de Perse, et il pria la reine avec instance de rompre l'enchantement qui le retenait sous cette forme. La reine y consentit avec beaucoup de plaisir. Sire, dit-elle au roi, que votre Majesté prenne la peine d'entrer dans son cabinet avec l'oiseau. Je lui ferai voir en peu de moments un roi digne de la considération qu'elle a pour lui. L'oiseau, qui avait cessé de manger pour être attentif à l'entretien du roi et de la reine, ne donna pas au roi la peine de le prendre. Il passa le premier dans le cabinet. La reine y entra bientôt après avec un vase d'eau à la main. Elle prononça sur le vase des paroles inconnues au roi, jusqu'à ce que l'eau commença à bouillonner. Elle en prit aussitôt dans la main, et en la jetant sur l'oiseau, par la vertu des paroles saintes et mystérieuses que je viens de prononcer, dit-elle, et au nom du Créateur du ciel et de la terre, qui ressuscite les morts et maintient l'univers dans son état, quitte cette forme d'oiseau et reprends celle que tu as reçue de ton Créateur. La reine avait à peine achevé ces paroles qu'au lieu de l'oiseau, le roi vit paraître un jeune prince de belle taille, dont le bel air et la bonne mine le charmèrent. Le roi Badr se prosterna d'abord et rendit grâce à Dieu de celle qu'il venait de lui faire. Il prit la main du roi en se relevant et la baisa pour lui marquer sa parfaite reconnaissance. Mais le roi l'embrassa avec bien de la joie et lui témoigna combien il avait de satisfaction de le voir,
Il voulut aussi remercier la reine, mais elle était déjà retirée à son appartement. Le roi le fit mettre à table avec lui, et après le repas, il le pria de lui raconter comment la princesse Giohar avait eu l'inhumanité de transformer en oiseau un prince aussi aimable qu'il l'était, et le roi de Perse le satisfait d'abord. Quand il eut achevé, le roi, indigné du procédé de la princesse, ne put s'empêcher de la blâmer. Il était louable à la princesse de Samandal, reprit-il, de n'être pas insensible au traitement qu'on avait fait au roi son père, mais qu'elle ait poussé la vengeance à un si grand excès contre un prince qui ne devait pas en être accusé, c'est de quoi elle ne se justifiera jamais auprès de personne. Mais laissons ce discours. Dites-moi en quoi je puis vous obliger davantage. Sire, reprit le roi Badr, l'obligation que j'ai à votre majesté est si grande que je devais demeurer toute ma vie auprès d'elle pour lui en témoigner ma reconnaissance. Mais puisqu'elle ne met pas de borne à sa générosité, je la supplie de vouloir bien m'accorder un de ses vaisseaux pour me ramener en Perse, où je crains que mon absence, qui n'est déjà que trop longue, n'ait causé du désordre, et même que la reine ma mère, à qui j'ai caché mon départ, ne soit morte de douleur, dans l'incertitude où elle doit avoir été de ma vie ou de ma mort. Le roi lui accorda ce qu'il demandait, de la meilleure grâce du monde, et sans différer, il donna l'ordre pour l'équipement d'un vaisseau le plus fort et le meilleur voilier qu'il eût dans sa flotte nombreuse. Le vaisseau fut bientôt fourni de tous ses agrès, de matelots, de soldats, de provisions et de munitions nécessaires, et dès que le vent fut favorable, le roi Badr s'y embarqua, après avoir pris congé du roi et l'avoir remercié de tous les bienfaits dont il lui était redevable. Le vaisseau mit à la voile avec le vent en poupe, qui le fit avancer considérablement dans sa route 10 jours, sans discontinuer. Le 11e jour, il devint un peu contraire, il augmenta, et enfin il fut si violent qu'il causa une tempête furieuse. Le vaisseau ne s'écarta pas seulement de sa route, il fut encore si fortement agité que tous ses mâts se rompirent, et que, porté au gré du vent, il donna sur une sèche et s'y brisa. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. C'est comme ça qu'il terminait à chaque fois son récit. Bonne nuit, faites de bons rêves et à très bientôt.